Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Est-ce qu'on peut dire, après 2-3 plans quinquennaux, que la crise du logement, avec le rythme de livraison des logements actuels, est en train de se résorber en Algérie, M. Hasnaoui? Je ne le pense pas, parce que tant que la politique actuelle, ne fait qu'aggraver et de gonfler artificiellement la demande réelle. Et tant qu'on continue à distribuer des logements gratuitement, la demande ne se tarira jamais. Vous distribuez 3 ou 4 millions de dinars, vous êtes en train de donner. Est-ce que la chaîne risque de s'arrêter? Elle ne s'arrêtera jamais. Elle s'arrêtera lorsque le citoyen devra faire l'effort nécessaire pour accéder à son logement. Vous êtes en train de nous dire, M. Hasnaoui, que en fait, c'est une fausse crise, finalement. On ne sait pas exactement où se situe la vraie demande. Personne ne peut maîtriser la demande réelle. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une grosse part dans la demande actuelle, une grosse part de demande surfaite. Par l'incitation? Par les incitations. Bon, la facilité, le truc, et tout le monde veut profiter. Et je prends l'exemple du logement rural. Oui. Il y a des gens qui ne pensaient pas construire un logement rural avant qu'il y ait cette aide de 900 000 dinars aujourd'hui. Mais attention, je prends l'exemple de... Peut-être qu'ailleurs, ça se passe autrement. Je prends l'exemple de la wilaya de Blabès. 80% des logements réalisés ne vont servir à rien. C'est des logements qui ont été réalisés en pleine nature, où il n'y a aucune commodité. Et quand j'ai posé la question aux gens qui ont réalisé, vous savez quelle a été la réaction? Haqi, moi aussi je veux en profiter. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Peut-être une bergerie. C'est terrible. C'est terrible. Ça, c'est la réalité. Et le parc des logements fermés, qui lui, par contre, a grossi de ces dernières années en Algérie, le parc des logements fermés laisse entendre qu'il y a un peu une démarche similaire, y compris dans le logement urbain. Effet d'aubaine. Ça veut dire pour cerner la demande réelle. On parle, je ne sais pas, les chiffres, tout le monde parle de chiffres, quel que soit le nombre de logements fermés, ça peut être 500 000 ou 1 million ou je n'en sais rien. Mais pour régler ce problème, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas normal de laisser des logements fermés. Et le rôle de l'État, c'est de trouver la meilleure formule possible pour que tous les logements soient occupés. Donc les ramener vers le marché, ramener ces logements vers le marché. Absolument. Et pour moi, la solution est simple. La propriété étant consacrée par la Constitution, on ne peut pas y toucher, mais par conséquent, on peut instituer une taxe d'inoccupation au moins égale au coût du loyer. Je crois que c'est M. Larbi Merhoum qui nous l'a proposé, l'architecte, une initiative de ce type-là. Mais est-ce que ce n'est pas mauvais pour vous, pour votre business, M. Hasnaoui? Non, pas du tout. Enfin, on cherche à régler la problématique. C'est un des problèmes. Et réduire les taxes sur les loyers. Pour que la circulation des biens se passe plus. Bien sûr. Mais bien sûr. Vous estimez que la taxe sur le loyer est importante? Il y en a qui disent que c'est il faudrait la réduire au minimum et il faudrait encourager la mobilité dans le logement. Ça, c'est des règles qu'il faut absolument appliquer. D'accord, mais le problème de la demande, M. Hasnaoui, ce n'est pas celui-là. Le problème de la demande, c'est comment on achète son logement.
De quelle façon est-ce qu'on accède au logement en Algérie? Vous dites qu'il faut l'acheter, son logement. Il faut que l'État arrête de donner des logements gratuitement, qu'il arrête de distribuer des logements gratuitement. Dans tous les pays du monde, avoir son logement, c'est généralement le résultat de toute une vie. Il y a qu'en Algérie, on peut être propriétaire du jour au lendemain et sans effort. Ça ne peut pas durer. Et c'est ça qui gonfle artificiellement la demande. Absolument. Absolument. Alors, si vous dites ça à nos responsables qui sont extrêmement chatouilleux sur ce flanc du logement social, ça fait partie un peu de la politique de la redistribution de la rente, ils vont vous dire, vous allez mettre les gens qui vont protester devant les sièges d'assemblée d'APC ou les sièges de Daïra sur des listings dans lesquels ils ne se sont pas retrouvés, il va bien falloir les gérer. Vous proposez un mécanisme qui peut permettre de rentrer, d'accéder au logement avec des petits revenus. L'État a l'obligation d'aider la demande la plus fragile de la société. C'est une obligation. Je ne demande jamais à l'État de se désengager de ses responsabilités. Mais il faut trouver les meilleures formules possibles pour solvabiliser la demande la plus fragile. À partir du moment où je vous solvabilise, où est le problème? Alors, ce serait quoi solvabiliser aujourd'hui la demande? Alors, solvabiliser, c'est quoi? Si je prends la frange la plus fragile, c'est-à-dire que les revenus compris entre 20 et 30 000 dinars. Si j'impose à ce que les gens participent au moins à hauteur de 500 000 dinars, ce n'est pas énorme. Si l'État donne une aide frontale directe d'1 million de dinars et qu'elle leur permette d'avoir un crédit sur 40 ans sans condition d'âge. Crédit sur 40 ans sans condition d'âge, il faut que l'État pousse les banques à l'accepter. Il y a des banques qui peuvent ne pas l'accepter. Bon, elle peut le faire à travers les banques publiques. Et de toute manière, la banque, à partir du moment où elle est rassurée, où est le problème? Si le bien est hypothéqué. Non, de toute manière, il n'y a absolument aucun risque. Ni pour l'acquéreur, ni pour la banque. À partir du moment où la banque ne prend pas de risque, qui l'empêcherait de donner le crédit à partir du moment où la bonification est prise en charge par l'État? Très bien. Au contraire, c'est des placements sûrs. Monsieur Hasnaoui, très bien, mais le mécanisme que vous êtes en train de décrire, à quelques détails près, c'est quasiment celui de l'ADL. C'est une aide frontale de l'État, un apport personnel de l'acquéreur, un crédit bancaire, un taux bonifié. C'est l'ADL, ça. Oui. Sauf que dans le cas de l'ADL, c'est l'État qui réalise. Mais en termes de demande, je ne parle pas de réalisation, en termes de demande, ce schéma-là, c'est celui de l'ADL. Alors, ce que je propose, il faudrait renverser la vapeur, parce que tout le monde attend ce que l'État fasse et ce que l'État donne. Il faudrait faire du citoyen l'acteur principal. On le solvabilise et on le libère pour acheter ce qu'il veut là où il faut. Et s'il est en mesure de se payer un logement de 100 mètres carrés, pourquoi l'en empêcher? Et s'il ne peut financer qu'un logement de 2 pièces, à la limite, c'est sans problème. S'il ne peut accéder qu'à un logement ancien, et qu'il est satisfait par cette formule, pourquoi l'obliger à acheter du neuf? Vous proposez dans la solvabilisation l'accès au logement déjà existant. L'accès au logement, quel que soit le modèle, il est libre de choisir son logement. Et s'il a les moyens de se payer un château, c'est tout. Très bien. Monsieur Hasnaoui. Et c'est comme ça qu'on peut créer un marché réel. D'accord. Mais dans votre démarche, enfin, dans ce que vous proposez, dans vos propositions, il n'y a plus du tout de logements sociaux? Ça n'existe plus, les logements sociaux? Il n'y a pas un logement, c'est un logement. Il peut avoir une connotation sociale. Et tant qu'on ne considère pas le logement comme un produit marchand, on ne réglera pas le problème. L'aspect social, c'est quoi? C'est les aides de l'État. Mais le logement, la fonction d'un logement, c'est un logement.
Mais il faudrait que le logement réponde à un certain critère. Même s'il doit être réalisé dans le cadre de la promotion immobilière, il doit obéir à un cahier de charges. Il faudrait que le promoteur puisse respecter un SMIC qualitatif que l'État doit. Mais avant d'en arriver là, parce que ça, votre démarche, moi je voudrais reprendre un petit peu le problème à la base. Avant d'arriver à la question de la qualité du logement, etc., je crois avoir compris votre démarche, mais le logement social, aujourd'hui, c'est... Une grande partie du logement social, aujourd'hui, est réservée par l'État. Chaque fois qu'on pose ce problème-là, qu'on parle de ces problèmes-là à un responsable politique algérien, à M. Sellal, il dit, nous, l'État algérien, il est social, il restera social, et on ne bougera pas, et on sera toujours social. Aujourd'hui, une grande partie des programmes sociaux, c'est éradication de l'habitat précaire. Alors, les gens qui habitent dans les bidonvilles, vous voulez les faire passer à une formule qui est la formule ADL. Vous pensez que... Écoutez, si ces gens ont un salaire... Sinon, non pas. Parce que j'ai bien compris que s'ils ont un salaire, la formule dont vous parlez s'applique sur 30 ans, sur 40 ans, on peut effectivement... Ça c'est l'exception. Ouais. Ça, c'est l'exception. Même s'il n'a pas de salaire, ça veut dire qu'il ne travaille pas, ou qu'il ne veut pas travailler, ou qu'il est dans l'informel. Pour moi, Zaweli Shkoun, c'est lui qui est infirme, qui est dans l'impossibilité de travailler. Mais quelqu'un qui est apte à travailler, il faut qu'il travaille, il faut qu'il cherche du boulot. Pour moi, ce n'est pas un cas social. Le boulot en Algérie, ce n'est pas ce qui manque. On a des difficultés à recruter, même des manœuvres. Considérez, M. Hasnaoui, que le minimum, le SMIC de qualité dont vous parlez, n'est pas assuré aujourd'hui par la façon dont est animé le marché l'offre de logement. Oui, je vois qu'est-ce qui est en train de se réaliser maintenant. Oui. Est-ce que, quand on parle de qualité... Derrière ma question, le risque, c'est de se retrouver avec un minimum, un SMIC qualitatif, qui tire vers le haut les prix et qu'on passe et qu'on aggrave le problème, c'est-à-dire qu'on va provoquer un effet d'éviction vers une partie des gens qui ne pourront pas accéder, même en étant dans la tranche des 20 000, 30 000. C'est quoi le prix du mètre carré d'entrée que vous considérez comme étant jouable par les acteurs du bâtiment aujourd'hui? D'abord, qu'est-ce qu'on veut? Pour moi, la solution, c'est de ramener le prix du vieux bâti, ou des anciens programmes, ou du parc existant qui est autour de 2 millions, 2 millions 500. Un niveau de coût raisonnable, c'est-à-dire 3 millions à 3 millions 500 000 logements. 3 millions 500 000 dinars. Dès lors qu'on arrive à produire en grande masse des programmes de qualité autour de 70 à 80 000 dinars le mètre carré, le coût de l'ancien... Son prix de marché, plutôt. Le prix de marché va diminuer. C'est comme pour les voitures d'occasion. Quand il y a eu beaucoup de voitures neuves, l'occasion est descendue. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que le parc ancien va servir de tremplin pour la demande sociale. On passera d'abord par cela. Absolument. Et encourager les mal logés, dont la situation s'est améliorée, à passer du social vers le promotionnel. Et tout ce qu'on a de faire, il faudrait qu'on prépare l'Algérie de demain. L'Algérie de demain, c'est des logements de qualité parce que l'équilibre de la société passe par la qualité de l'habitat. Et quand on parle de la qualité de l'habitat, c'est le confort, c'est l'environnement, il faut mesurer le coût du logement, pas au départ, mais sur 20 ans. Il faut mesurer le logement, l'impact du logement sur la santé, sur l'éducation, c'est tout ça. Si on ne considère que le coût initial, et ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est des bombes à retardement. Parce qu'on ne réfléchit pas ville, on ne réfléchit pas qualité de la ville. On ne réfléchit pas à moyen et long terme. Les cités qu'on est en train de réaliser maintenant, qu'est-ce qu'elles vont devenir? C'est déjà des coupes-gorges. Puis attention, on n'arrive pas à imaginer les problèmes que ça peut créer. Donc il faut sortir de ce schéma pour passer à autre chose. Monsieur Hasnaoui, donc
Aujourd'hui, les chiffres dont vous parlez, 70 000 à 80 000 dinars le mètre carré, ça met le 3 pièces au minimum à 3 pièces entre 60 et 70 mètres carrés, ça le met au minimum à 4 millions de dinars. Donc c'est jouable avec la formule dont vous parliez tout à l'heure, un crédit bancaire à 2 millions de dinars, etc. Vous considérez aujourd'hui, on réalise des logements de mauvaise qualité à trop faible coût? Absolument. Donc il faut être plus ambitieux, y compris pour le bas de gamme. Il faut passer à 4 millions de dinars, il faut passer à 70 000 dinars le mètre carré. C'est pas possible en dessous de faire quelque chose. Il faudrait redonner un espoir réel à tout Algérien. Même s'il est mal logé, il faut l'amener à faire l'effort nécessaire pour qu'il puisse améliorer ses conditions. Et que ça dépende seulement de lui. Et il faudrait encourager tous les mal logés à accéder à un logement de meilleure qualité. Ça veut dire celui qui va vendre son logement à 3,5 millions ou 4 millions de dinars, pour acheter un logement à 6 millions de dinars, il va améliorer sa situation. D'accord. Mais le logement de 4 millions de dinars dont vous parlez, quelles sont les qualités minimales qu'il doit présenter aujourd'hui par rapport à ce qui se réalise? C'est une question aux techniciens. Les problèmes de coût pour avoir les coûts réels, les coûts les plus bas possibles, ne peuvent te donner que par la concurrence. Et le rôle de l'État à travers la régulation, c'est de trouver la meilleure solution en agissant sur l'offre pour réduire les coûts. Et ça veut dire obliger les promoteurs et réalisateurs à s'ingénier pour trouver les meilleures formules possibles. Donc vous êtes en train de nous dire que l'État, finalement, bride l'offre de logement à travers sa politique de priorité au logement de masse et ce que vous avez appelé le logement... Mais non seulement elle bride l'offre, mais elle bride même les initiatives. Il faut absolument mettre en place un système qui puisse libérer tous les acteurs. Quand je parle des acteurs, d'abord les bureaux d'études, il faut qu'ils soient plus imaginatifs, plus d'accord. Il faudrait qu'on aille vers de nouvelles normes, de nouvelles techniques de construction. Il faut innover, il faut être imaginatif. Et ça, l'État n'est pas capable de le faire. C'est seulement les opérateurs, lorsqu'ils ont intérêt à le faire et lorsqu'ils sont libres de le faire. Aujourd'hui, 90% des programmes, c'est public. C'est l'État qui décide. Est-ce que le bureau d'études qui est en train de réaliser est en train de penser à celui qui va y habiter? Pour lui, c'est une prestation commandée par l'État et le cahier de charge est clair. Il y a des concours qui sont organisés, des concours d'architecture par les États, par les DLAP en général, avant de retenir une boîte. Quand on vous donne les surfaces, les conditions, le coût, les trucs, quelle place il reste à la créativité? Rien. Est-ce que le bureau d'études, quand il fait sa conception, est-ce qu'il connaît l'entreprise qu'il va réaliser? Est-ce qu'il va essayer d'adapter le système aux moyens de l'entreprise? Est-ce que les études sont faites de manière correcte, de manière à permettre à une entreprise de réaliser dans les meilleures conditions possibles au départ? Donc, selon vous, l'État devrait se contenter vraiment d'édicter les règles et de ne plus s'occuper du reste. L'État doit faire de la régulation. Et ça, c'est son rôle. Aujourd'hui, compte tenu de l'organisation, l'État est incapable de prendre en charge correctement les programmes en termes de suivi, en termes de contrôle. Elle n'a pas les moyens. Et ça coûte cher à l'État. Et à terme, l'État n'aurait plus les moyens pour soutenir financièrement tous ces programmes. Aujourd'hui, il faut déjà se placer dans l'après-pétrole. Et pour que ça soit réellement productif, il faudrait que le logement en Algérie soit financé par l'épargne privée, pas publique. C'est un peu le cas quand même. On demande, dans certains segments de ce marché, quel est le bon niveau, quelle est la bonne proportion du proportionnel que vous considérez comme étant un objectif qu'il faut atteindre dans les 2-3 ans? Pour moi, c'est 100%. C'est pas réaliste, monsieur Hasnaoui. Hein? C'est pas réaliste. Aujourd'hui, on est... Si je vous dis qu'il y a des solutions pour solvabiliser la demande la plus fragile, pourquoi voulez-vous lui imposer ce qu'il passe par l'État pour pouvoir accéder à son logement?
Vous considérez que tout l'écosystème est pris en otage par cette seule Absolument. partie de... Alors que le pays s'est enrichi, que les gens ont plus de revenus. Mais bien sûr. On est resté dans un modèle... L'État doit aider la frange la plus fragile et c'est son obligation. Et à partir du moment où il aura solvabilisé la demande, et même les aides de l'État doivent être dégressives en fonction du niveau de revenu, jusqu'à atteindre le niveau d'équilibre. À partir du moment où l'État aura solvabilisé toute la demande, c'est-à-dire qu'on aura créé les conditions de marché, pourquoi voulez-vous qu'il puisse continuer à faire une mission pour laquelle il n'est pas préparé, pour laquelle il n'est pas outillé, pour laquelle... Vous avez répondu à la question pour le groupe Hasnaoui. Vous dites, vous êtes capable d'assurer un logement à 4 millions de dinars, c'est 70 000 et 80 000 dinars le mètre carré, dans les standards que vous avez définis, etc. Les autorités, les pouvoirs publics disent l'écosystème, il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas beaucoup de groupes comme le vôtre, il n'y en a peut-être même aucun, au moins à l'ouest, je n'ai pas envie de créer de problème. Donc on ne peut pas construire une politique entière où il y a des acteurs ne sont pas au rendez-vous. Les acteurs peuvent être au rendez-vous si on développe tout ce qui est amont de l'entreprise, à travers tout ce qui est béton plein emploi. Une entreprise n'a pas besoin d'investir sur une centrale à béton si le béton était disponible. Une entreprise n'a pas besoin de faire son ferraillage parce qu'il y a des usines qui doivent être spécialisées dans le façonnage de l'acier. L'acier, on peut le ramener en courant jusqu'au diamètre 20. On peut le travailler avec des machines automatiques et approvisionner les chantiers dans les meilleures conditions de coût et de délai. Il y a quelqu'un qui a décliné cette politique, M. Hasnaoui, c'est le ministre, c'est M. Tebboune, qui a voulu industrialiser, qui dit qu'il veut industrialiser le bâtiment, qui a fait des partenariats publics-privés avec des firmes étrangères, notamment italiennes et portugaises, pour essayer de répondre de cette manière-là à cette problématique du logement. C'est pour faire la préfabrication lourde. C'est un mauvais choix. Aujourd'hui, il faut développer le maximum d'activités en amont de l'entreprise pour réduire les charges de l'entreprise. Développer tout ce qui est service au niveau de l'entreprise. Vous avez par exemple des coffrages modulaires qui doivent permettre de travailler beaucoup mieux, moins cher. Mais malheureusement, c'est des équipements qui sont trop chers pour l'entreprise. Ailleurs, une entreprise n'achète pas son coffrage, le loue. Donc c'est une activité de service à développer. Il y a un tas d'activités. Ailleurs, une entreprise n'a pas besoin d'avoir sa grue. Il y a des sociétés spécialisées dans la location de grues. Parce qu'en fonction des chantiers, le nombre, la hauteur, la flèche diffèrent. Une entreprise n'a pas besoin de s'équiper à chaque fois. S'il y a une société de prestation capable de lui louer la grue pour la rôle. Donc il ne se soucie pas de la maintenance, de la gestion, etc. Il y a une entreprise. Qu'est-ce qui va lui rester? Son cœur de métier. Son cœur d'activité. L'étude et la... Si c'est une entreprise de gros œuvres, toute la partie béton, s'il peut acheter le béton plein emploi, le ferraillage façonné, s'il y a une entreprise qui va là, il va louer son coffrage. Qu'est-ce qu'il va lui rester à faire? C'est organiser le chantier et optimiser. Comment font les Chinois qui travaillent chez nous? Ils ramènent tous ces métiers avec eux? Ou ils les louent en Algérie? Pourquoi ils sont plus performants? Ou supposés être plus performants, je ne vais pas vous faire l'offense. C'est-à-dire qu'ils sont plus performants. En tous les cas, pour les délais, ils le sont. Aujourd'hui, le système algérien favorise beaucoup plus les entreprises étrangères que les entreprises locales. Généralement, même dans le logement social, les Chinois sont mieux rémunérés que les entreprises algériennes. Deuxièmement, en termes de réglementation de travail, la réglementation nous impose 40 heures de maximum par semaine. Le Chinois, il travaille 10 heures à 11 heures par jour, 7 jours sur 7. Bien sûr, il va produire 2 fois plus dans la même durée. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réglementation ne s'applique pas aux étrangers, s'applique aux Algériens. Oui, sur des ressources humaines qui ne sont pas algériennes. C'est, je crois, que ça qui permet de... Oui, mais de toute manière, la loi est la loi. Elle doit s'appliquer à eux de la même manière.
Il doit y avoir d'autres facteurs de compétitivité qu'on... Je dis encore, pourquoi ne pas permettre aux entreprises algériennes, à la limite s'il y a un problème de main-d'œuvre, de ramener des Pakistanais? Vous seriez prêt à le faire Si la réglementation le permet. Et si... Je ne suis pas pour cette solution, mais j'ai dit pour mettre les entreprises algériennes à égalité avec les entreprises étrangères, qu'on leur donne les mêmes possibilités. Et ça coûterait beaucoup moins cher à l'État. Parce que nous, qu'est-ce qu'on va payer en devise? C'est la main-d'œuvre. Les Chinois prélèvent 30%. 30% transférable. Mais ces 30%, c'est la rémunération uniquement de la main-d'œuvre. Tout le reste, ils l'achètent ici. Ça veut dire qu'on paye trop cher la main-d'œuvre chinoise. 30% ne correspond pas au poste main-d'œuvre dans un... 30% du chiffre d'affaires. Du chiffre d'affaires. C'est beaucoup. Bien sûr, c'est beaucoup. Autant permettre à des entreprises algériennes de le faire et en même temps, à travers la main-d'œuvre étrangère, essayer de former les Algériens. Ah ouais, vous avez une vraie problématique sur la formation. Là, et là, vous dites toujours que plutôt que d'importer des entreprises de réalisation, importons des personnes ressources qui peuvent transmettre le savoir. Écoutez, on a parlé tout à l'heure de spécialisation des entreprises par corps d'État. Et pour moi, ça, c'est une urgence. De la même manière, il faudrait pousser même au niveau de la spécialisation de la main-d'œuvre. En termes de formation, si je voulais former un maçon spécialisé dans un corps d'État, par exemple un briqueteur, j'ai besoin de 2 ou 3 mois pour le former. Et au bout du 6e mois, il est opérationnel. Donc on peut travailler en termes de formation sur des cycles très courts. Et pour lesquels, à la limite, on n'a même pas besoin des centres de formation, parce que la formation peut se faire en entreprise. Et je pense que sur ce point-là, nous avons suffisamment de recul pour dire que si une véritable politique est menée dans le pays, et si on ramène de vrais formateurs en nombre suffisant, en 2 ans, on doit pouvoir régler le problème de la main-d'œuvre qualifiée en Algérie. Ça, c'est une certitude. Combien de formateurs il faudrait ramener de l'étranger pour le faire? On parle du bâtiment. Hein. Oui, 5 000 à 6 000 formateurs. J'imagine que quand vous faites des calculs, surtout, M. Hasnaoui, vous avez dû calculer la facture d'une telle opération. Mais aujourd'hui, même avec le système actuel, même pour l'entreprise, ça ne coûte pas cher. Parce que quand on prend les jeunes dans le cadre des DAIP, nous sommes exonérés des charges salariales pendant 2 ans. Ils vont passer ces 2 ans à se former. Bien sûr, mais c'est suffisant pour rentabiliser les frais qu'aura engagés l'entreprise. Les frais de formation. Les frais de formation. Qu'est-ce qui empêche de mettre en place un... Je sais que vous avez fait une tentative avec le compagnonnage. Oui. Et qu'est-ce qu'il en est sorti avec le ministère de la Formation? Rien, parce qu'ils n'ont pas compris et puis ils n'ont pas adhéré à la démarche. Parce que, au départ, la balance de devise c'est d'abord un décaissement, c'est ça? Pour eux, ils n'avaient pas les budgets nécessaires pour pouvoir engager ces gens-là. Des formateurs... Des formateurs spécialisés. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la formation professionnelle en Algérie bute sur la qualification des formateurs. Il n'est pas formateur qui veut. Il faut qu'il ait comme un certain niveau, une certaine expérience, etc. Ces gens-là, ils vont pas aller à la formation parce que celui qui a la maîtrise, qui a les bases nécessaires, il va ailleurs. Il va en entreprise. En entreprise ou ailleurs, ou à son compte. Mais pas dans un centre de formation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait mettre en place un programme déjà pour former nos jeunes, mais en même temps, sur 2 ans ou 3 ans, former nos formateurs. C'est-à-dire ramener les formateurs, les mettre en doublure avec les Algériens, pour qu'à terme, dans 2 ans ou 3 ans, on puisse avoir nos propres formateurs et perpétuer la formation. Vous le faites dans le groupe, vous avez essayé de le faire en solo quand même? Oui, mais je suis en train de le faire. Aujourd'hui, j'ai une dizaine de formateurs dans le groupe. J'ai pris des Portugais. Et on le fait, et le résultat là. Quel métier? Les métiers du bâtiment, du management, je pense. C'est tout ce qui est maçonnerie, enduit, plâtrerie, carrelage.
Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance.